Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Eh bien, il est bien là, Jérôme Laverny. Ça va, Jérôme Laverny? En pleine forme. Mais Jérôme Laverny, pourquoi l'emploi? Pourquoi ce métier? Parce que c'est ça aussi, c'est important. Vous êtes un expert en emploi. Faut donner envie aux gens. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier? Parce que l'emploi, c'est très littéraire en fait comme activité. C'est ce qui permet de construire et de rédiger le roman d'une vie. Tout ne se résume pas à l'emploi, mais c'est quand même une épine dorsale qui permet de dresser comme ça des lignes d'horizon, de parsemer de couleurs chatoyantes bien les beaux paysages d'une vie. C'est pas simplement qu'une peine, qu'un esclavage. C'est aussi un petit ouvrage et à la hauteur de n'importe quel individu. C'est des choses très chouettes. Il suffit d'écouter de vieilles personnes âgées qui tout d'un coup se penchent sur leur vie. Tout d'un coup, on est happé par leur récit parce que ça devient passionnant, y compris dans les détails les plus anodins de leur parcours. Voilà pourquoi l'emploi. Et j'ai envie de retourner la question parce qu'il faut rendre honneur à Sud Radio, consacrer 1 heure d'émission à l'emploi, c'est juste exceptionnel dans le paysage médiatique. Et nous, on adore. C'est exceptionnel et unique. Je laisse les auditeurs regarder un petit peu les gros programmes de nos confrères, concurrents, je ne sais rien. Voilà, pour vérifier mon propos. Confrères. Et comment Fiducial Sécurité met en place d'ores et déjà une véritable campagne de recrutement? Eh bien, Stéphanie Sanchez était avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes DRH de Fiducial Sécurité. C'est bien d'avoir une femme dans le domaine de la sécurité. Est-ce que finalement, le secteur de la sécurité, comme certains d'autres d'ailleurs, fait partie des secteurs en tension, comme on a tendance à le voir un petit peu partout? Oui, énormément. Donc ça date pas d'aujourd'hui et c'est pas uniquement lié au JO. On est sur une activité effectivement avec un fort déficit de profil. Alors comme beaucoup d'autres secteurs en France actuellement, mais nous ça existait déjà avant le Covid et ça s'est accru, on va dire, de plus en plus au cours des derniers mois. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en fait? C'est quoi? C'est le métier qui ne plaît plus? C'est quoi? C'est le recrutement? Il y a deux. Aujourd'hui, ce que nous disent les représentants du personnel ou les salariés candidats qu'on peut rencontrer, c'est 2 sujets. Le manque de considération sur ces métiers-là, qui est apparu quand même avec le Covid. On parle de déshumanisation, de déconsidération pour ces métiers qui n'ont pas été confinés ou qui n'ont pas télétravaillé, et également des niveaux de rémunération jugés bien trop faibles. Alors là, même si la branche vient de négocier un accord assez important à l'heure où on se parle, certains coefficients de nos premiers emplois sont en dessous du SMIC. Alors ils sont payés au SMIC les collaborateurs, mais avec des salaires de grille en dessous du SMIC, donc c'est pas suffisamment attractif. Stéphanie Sanchez, les métiers de la sécurité, c'est des métiers fortement réglementés. Comment est-ce qu'on s'organise pour mettre en place les formations? Alors, c'est un sujet. Donc, nous, chez Fiducial, on a la chance d'avoir, et notamment dans la branche sécurité, un organisme de formation intégré qui s'appelle FPSG. Donc, qui nous permet d'offrir soit à nos collaborateurs des formations pour garantir le maintien dans l'emploi, soit auprès de demandeurs d'emploi ou auprès de salariés qui veulent se reconvertir, les cursus de formation. Parce qu'effectivement, il y a un minimum il faut obtenir ce qu'on appelle dans le jargon une carte professionnelle qui nécessite à minima 175 heures de formation. 175 heures. Et dans ces formations, on fait quoi pour donner envie à ceux qui nous écoutent? On fait quoi? Il se passe quoi? Alors, c'est assez varié. Vous allez avoir des formations, par exemple, au SST, on en parle beaucoup, sauveteur secouriste au travail. Vous allez avoir des choses sur la vidéoprotection, la lutte contre le terrorisme. Alors, il y a un package, on va dire un socle de base de 175 heures. Et après, on peut y adjoindre des modules, ce qu'on fait nous, pour encore plus rendre attractif le dispositif. Ça peut, par exemple, être de l'anglais, si vous avez des postes qui vous me parliez des JO, on va recruter plus de femmes, plus de personnes bilingues, parce qu'on va avoir des personnes issues d'autres pays. C'est des modules qu'on peut intégrer également. Jérôme Laverny. Il faut encore ajouter aussi que c'est un secteur qui, je parle sous couvert de la confirmation de Stéphanie Sanchez, DRH de Fiducial Sécurité, que c'est un secteur qui est très évolutif, c'est-à-dire qu'on peut rentrer, alors ça il faut bien que nos jeunes auditeurs l'entendent, et peut-être leurs parents, c'est un secteur où on peut rentrer agent de sécurité, passer chef d'équipe, responsable, et on voit des managers, responsables de site, qui ont gravi les échelons. C'est un secteur qui permet une mobilité géographique comme celle auquel aspirent plein de gens aujourd'hui. Donc vraiment,
c'est un secteur qui est véritablement passionnant, qui peut permettre de basculer sur d'autres secteurs aussi. C'est un secteur, la sécurité, qui peut être un secteur passerelle. Donc vraiment, les gens ont plein de raisons de pouvoir s'y investir. Le propos de Stéphanie Sanchez est aussi très intéressant, en ce sens qu'il apporte la démonstration que les pouvoirs publics, et notamment les hommes politiques, n'ont pas besoin de truffer leur programme de consignes, d'instructions, d'admonestations, de leçons de morale auprès des entreprises, parce que les entreprises ont pris le taureau par les cornes de monter des organismes de formation, d'investir dans la formation pour recruter, en tout cas de mettre en place des dispositifs qui permettent, sans qu'on les y ait contraintes, de mettre en place ces formations. Donc ça, c'est véritablement formidable. Stéphanie Sanchez ? Oui, alors sur la promotion interne, effectivement, on fait partie de ces secteurs qui permettent à des collaborateurs, enfin on a un nombre non négligeable de salariés qui sont aujourd'hui responsables d'agences, directeurs régionaux, qui ont commencé agents de sécurité et qui ont gravi les échelons. Peu importe les diplômes, on va dire, à l'entrée dans nos entreprises. Donc ça, c'est vraiment un point fort, parce qu'effectivement, l'idée, c'est quand même d'aller intégrer des profils variés et en fonction de leur appétence ou de leur volonté à travailler sur tel ou tel sujet, à les faire évoluer. Ce qui est permis par effectivement nos organismes de formation interne et par également la multitude de sites sur lesquels ils peuvent travailler. On peut intervenir. On parle pas mal là des JO, de l'événementiel, de la Coupe du Monde, de ce type de choses. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, il y a des centrales nucléaires, il y a des sites industriels, des sièges sociaux. Vous parliez du mondial de l'automobile. Voilà. Enfin, il y a quand même tout un tas de variété sites, oui. et de diversité de sites qui peuvent aussi être attractifs pour des candidats parce qu'ils peuvent aussi voir des horizons différents. Et c'est le dénominateur commun finalement de tous ces agents de sécurité, c'est quoi? C'est forcément peut-être que c'est lié au physique. Est-ce que ça c'est une clause aussi importante? Est-ce que c'est on se pose la question, je vous pose la question parce que nous on a des agents de sécurité à Sud Radio, on a des petits, des grands, mais nous on les voit. Oula, donc oui, terrain glissant là. Terrain très glissant. Non, moi c'est vrai que. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est important de savoir, de se dire moi j'ai l'impression d'être trop petit ou trop petite, je ne rentrerai pas dans ce métier. Mais il faut le dire, il faut le dire que tout le monde peut y aller. Vous parlez de petites, donc on a un problème de féminisation de nos métiers. Oui. On compte 8 à 9% de femmes dans les effectifs. Donc ce qui va être un vrai sujet pour des événements où il faudra de la palpation, type JO. C'est un métier qui est insuffisamment féminisé pour ces questions-là. C'est-à-dire, alors il y a deux sujets. Il y a donc il n'y a pas de critères physiques liés. Alors par moment, on a des postes où il faut être pompier industriel, ce genre de choses. Donc, oui. Sur certains postes, il peut y avoir des préconisations différentes, mais globalement, il n'y a pas de critères de sport, de taille, de poids, de ce genre de choses. De la même manière, on a une méconnaissance, c'est-à-dire que c'est vrai que les femmes ont du mal à y aller, considérant qu'il y a des problèmes d'horaire ou de force physique. Non, il y a des postes qui peuvent parfaitement... on a par exemple des postes d'accueil sécuritaire sur des sites industriels, des sites automobiles, où des femmes peuvent parfaitement trouver leur place. C'est aussi un problème de changement un peu culturel autour de ces métiers. Jérôme Laverny veut réagir. Une chose est certaine, et pour rebondir sur par quoi on commençait le propos de cette partie, c'est que d'abord je ne comprends pas comment nos collègues du Parisien ont calculé ces 30 000, est-ce qu'ils ont reproduit un chiffre qui leur a été donné, mais une chose est certaine, et on le verra sans doute après la pause, on va pas y arriver en fait. Les 30 000 agents de sécurité, en tout cas moi je veux pas jouer les Nostradamus, les devins et les rabat-joie, mais j'ai forte à parier on y arrivera peut-être, mais pas formé en tout cas, pas formé comme il le faut. Pas formé comme il le faut, oui, mais attention, on parle de sécurité, donc de formation réglementaire. Ils sont obligatoirement formés, logiquement, comme il le faut. C'est impossible autrement. Quoi qu'il en soit, si la stratégie qui est mise en place est poursuivie, perdure et maintenue, on va certainement pas arriver à recruter ces 10 000 agents de sécurité, mais on le verra sans doute après la pause. Absolument, vous restez avec nous, Stéphanie Sanchez. C'est les vraies voix jusqu'à 20h. On continue à parler de l'emploi et on parlera effectivement de tous ces agents de sécurité qu'on doit recruter. Tenez, si vous avez envie, bien sûr, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous avez des questions à nous poser. À tout de suite. Les vraies
Voix de l'Emploi et comme tous les mardis de 19h à 20h, on est très heureux d'accueillir Jérôme Laverny. Et c'est bien réciproque. Et on a avec nous Stéphanie Sanchez, DRH de Fiducial Sécurité. Et maintenant, nous a rejoint Laurent Palmier, PDG du réseau Sécuritest, Jérôme. Qui a quelque chose de passionnant à nous raconter dans les aberrations que nous avons relevées. Faisons une petite synthèse quand même. Pendant des années, on ne s'est pas préoccupé des seniors. Sur les formations en termes de sécurité, on est fortement mal organisé, en tout cas pas suffisamment organisé. Et alors là, cerise sur le gâteau, mais je laisse à Laurent Palmier nous exposer un petit peu les problèmes de recrutement qu'il a par voie de conséquences de quelques petites aberrations, en tout cas de manque de bon sens en termes de formation et de diplôme. Oui, bonsoir Laurent Palmier. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Expliquez-nous un petit peu effectivement vos problèmes, les problèmes que vous rencontrez. Alors nous, on a un problème assez simple, c'est qu'il y a eu un changement réglementaire important en 2018 sur le contrôle technique. Alors précisément le 20 mai 2018, beaucoup d'automobilistes s'en souviennent parce que on a changé en fait tous les éléments contextuels du contrôle et beaucoup d'éléments de libellés. Donc on a changé tout ce qui est présent sur le rapport de contrôle, mais dans le texte, dans l'arrêté, dans le décret d'application, on a eu une modification importante quant à l'accès à cette profession. On est passé d'un monde où on avait tendance à privilégier l'expérience, ce qui semble là aussi frapper du bon sens, à un monde où on oblige l'ensemble des candidats qui se destinent à ce métier à avoir un bac pro automobile. Alors l'objectif n'est pas de stigmatiser les jeunes qui obtiennent un bac pro, parce que on est peut-être tous passés par là un jour. Oui, bien sûr. Pas mal. Bien sûr. Mais il se trouve que nous, ce métier de contrôleur technique, il était aussi ouvert à une deuxième partie de carrière. Et on retrouvait des mécaniciens auto, des mécaniciens poids lourds, des mécaniciens de tout domaine d'activité qui avaient un œil mécanique assez aguerri et qui permettaient de faire d'excellents contrôleurs. Et donc on a tari cette source. Et donc, sans savoir d'ailleurs à l'époque combien de bacheliers de cette typologie de bac pro sortaient chaque année, ce qui était quand même une question de base. Et on se retrouve aujourd'hui dans la profession, parce que là je ne parle pas uniquement pour le réseau Sécuritest, mais il nous manque à peu près 1000 personnes à 1500 personnes en permanence sur un effectif global d'environ 12 à 13 000 contrôleurs. Et on n'a pas accès à de l'emploi temporaire, puisque chaque contrôleur technique en France a un agrément préfectoral. Ah oui. Et donc il y a un process assez long pour rentrer dans ces professions, que ce soit en formation ou en agrément. Et donc on a eu des soubresauts sur ces 2 dernières années liés au Covid. Confinement, déconfinement, suractivité, sous-activité. Et donc, il a fallu s'adapter sans ressources supplémentaires. Et même sans ressources. Une réaction, Jérôme Laverny. Plein de choses passionnantes dans ce qui vient d'être dit. D'abord, on accepte bien volontiers de faire en sorte qu'un professeur le devienne à raison d'une petite formation de 4 jours ou 8 jours, là, comme ça a été le cas récemment. On accepte bien volontiers de confier les clés d'une ville à un maire sans formation, d'ailleurs. Et alors là, c'est beaucoup plus problématique parce que c'est quelqu'un qui parfois est le patron de plusieurs centaines de salariés, etc. Et qui est juridiquement responsable. Et là, on sait qu'on a des emplois et on verrouille un métier parce qu'on laisse un foutu bac pro comme une espèce d'apanage pour y accéder. Et donc, les gens qui voudraient s'y orienter, s'y reconvertir, alors qu'on répète à foison que nous sommes dans un pays où il y a un fort taux de chômage, eh bien, on verrouille le métier en rendant impossible, Laurent Palmier vient de l'expliquer, à ce que des gens se reconvertissent sur ce métier-là. C'est juste dingue. C'est juste dingue, non pas à raison de quelque chose de compliqué, ne plus avoir de pétrole, ne plus avoir de je sais pas quoi. Non, c'est juste un manque de bon sens, un jeu d'écriture qu'on se permet bien volontiers pour former à la hâte des professeurs, dont on fait l'économie pour ne pas former du tout des maires qui vont devenir maires. Mais alors là, on bloque une profession entière. C'est juste dingue. Mais est-ce que ça veut dire que, forcément, dans votre activité au quotidien, j'imagine qu'il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez pas avancer. Ça crée des dissensions entre les uns et les autres. Enfin, c'est vraiment lourd à porter pour vous, si j'ai bien compris. Alors, ça crée une pression inévitable parce que, en fait, des centres de contrôle technique, ce sont des micro-entreprises. Ce sont des activités qui sont plutôt de la taille d'une boulangerie. Oui, bien sûr. Il y a 6600 centres de contrôle technique en France. Et ce sont souvent 1, 2 salariés. Donc, c'est plutôt des compagnons qui vont être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a une autre problématique qui est pour nous encore plus grave potentiellement, c'est lié à la transmission de l'entreprise.
C'est-à-dire que ce métier a 30 ans, tout juste cette année. Et donc, il a été créé il y a une trentaine d'années par des gens qui étaient déjà en activité, peut-être quelquefois d'ailleurs dans la réparation auto. Ils vont vouloir transmettre leur activité. Et vous doutez bien qu'on ne peut pas transmettre une activité à un jeune bachelier sortant de l'école. C'est sûr. Et donc, excusez-moi. Non, allez-y. Et donc, tout ça crée une tension sur le marché de l'emploi, peut-être amènera des centres de contrôle à fermer à terme. C'est dommage parce que c'est un emploi non délocalisable, de service. Bien sûr. C'est sûr. Et on est dans un moment où vous entendez H24 parler de zones à faible émission et de transition écologique. Et les centres de contrôle technique qui contrôlent les émissions polluantes depuis 30 ans sont des leviers indispensables à la pédagogie et à la transition écologique. Alors il se trouve que nous, à chaque fois qu'on demande à rencontrer un ministre de la transition écologique, il est déjà disparu des radars avant qu'on ait le temps de rencontrer. Donc c'est ce qui s'est produit il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Nous sommes, nous, opérateurs de contrôle, à la disposition de l'État puisque nous avons une délégation de service public. Et j'écoutais tout à l'heure ma collègue qui travaille dans un autre domaine d'activité. Il faut savoir qu'un contrôleur technique aujourd'hui, il faut 322 heures de formation pour le former. Il faut un maintien de qualification annuel de 20 heures. Il faut un casier judiciaire vierge. Et lorsqu'il n'a pas le quota de véhicules chaque année, il doit refaire une formation de remise à niveau de 35 heures. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on a des contraintes qui sont plus lourdes que des ambulanciers qui travaillent par délégation du SAMU, par exemple. Laurent Palmier, pour être concret, c'est-à-dire que si demain, vous étiez en face du ministre, vous demandez quoi? C'est quoi? Ce serait quoi la bonne formule? On demande à devenir des acteurs un peu responsables et localement entendus sur le champ de la mission, et on demande à réouvrir pour le moins l'accès aux passerelles d'expérience. C'est-à-dire qu'avant 2018, quelqu'un qui avait 10 ans d'expérience dans la mécanique automobile et qui pouvait le prouver par des bulletins de paye avait la capacité de rentrer en formation. D'accord. Quelqu'un qui avait un BEP automobile ou élargi à la carrosserie automobile, parce que l'ineptie complémentaire à ce que citait M. Laverny tout à l'heure, c'est que le contrôle technique, lorsqu'il a changé en 2018, il a pris un axe très lié aux activités liées à la carrosserie, et en même temps, on nous a fermé les bacs pro carrossiers. Vous avez entendu parler depuis quelques mois du contrôle technique des 2 roues et des motos. Il faut savoir qu'un bac pro dans le domaine du 2 roues ne pourrait pas avoir accès, par exemple, au contrôle technique tout court aujourd'hui. Ah oui. Donc, il y avait déjà une problématique. Hallucinant. Pour m'associer à la réponse de M. Palmier, en fait, et à l'instar de ce qui se pratique dans la sécurité qu'on a vu avec Stéphanie Sanchez tout à l'heure, on aurait tout à fait les moyens de créer ce que l'on appelle un CQP, un certificat de qualification professionnelle, qui à raison de quelques semaines, quelques mois, permettrait de concentrer toutes les formations nécessaires, comme cela se pratique et comme le fait très bien Fiducial Sécurité dans ses organismes de formation. On aura l'occasion d'en reparler, Laurent Palmier, parce que c'est vrai que c'est un sujet important. Merci d'avoir été avec nous, président directeur général du réseau Sécuritest. Merci aussi à Stéphanie Sanchez d'avoir été avec nous, ce qui est en charge de la sécurité chez Fiducial Sécurité, DRH. Et merci à tous nos clients, pas du tout, ce ne sont pas nos clients, ce sont nos invités, avec Vincent Godbout qui est toujours là, directeur général de l'association Solidarité Nouvelle Face au chômage. Merci beaucoup Jérôme Laverny. Merci Jérôme. Voilà, on se retrouve mardi prochain. À mardi prochain. Nous demain 17h. Demain 17h pour les vraies voix. Demain matin. Patrick Roger depuis le Mondial de l'Automobile. Absolument.